Je peux encore sentir le produit pour meubles au citron. C'est drôle comme le traumatisme s'attache aux plus petites choses. Cette odeur d'agrumes artificiels est piquante, n'est-ce pas? C'était un mardi. J'avais 13 ans, assis sur la moquette beige de notre salon dans la banlieue de l'Ohio. Mon grand frère Ethan avait 15 ans, affalé sur le canapé avec son casque autour du cou. Ma petite sœur Sophie avait 8 ans, elle coloriait dans un livre, inconsciente du fait que notre monde était sur le point de voler en éclats. Mes parents, Robert et Linda, étaient assis dans les fauteuils assortis en face de nous. Ils avaient l'air professionnels. C'est le seul mot pour le décrire. Ils ne ressemblaient pas à une maman et un papa sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ils ressemblaient à des partenaires commerciaux en train de dissoudre une SARL en faillite. Nous devons avoir une réunion de famille, avait dit papa. Sa voix avait ce ton plat et définitif qu'il réservait habituellement pour licencier des sous-traitants. Je savais que les choses allaient mal. On le sent dans les murs, n'est-ce pas? Le silence au dîner. La façon dont maman faisait des doubles gardes à l'hôpital juste pour éviter de rentrer à la maison. La façon dont papa restait dans le garage, à bricoler son camion jusqu'à minuit. Mais les enfants, nous avons cette pensée magique. Nous pensons que tant que le toit est là, la famille est là. Votre mère et moi suivons désormais des chemins différents, commença papa, évitant le contact visuel avec nous tous. Il regardait les plaintes. Nous avons demandé le divorce. Les papiers sont signés. Ethan bougea sur le canapé. Alors, on vit avec qui, demanda-t-il si nonchalamment, comme s'il demandait ce qu'il y avait pour le dîner. Ethan était le garçon en or. La fierté et la joie de papa. Il jouait dans l'équipe principale de football américain dès sa première année de lycée. Il était bruyant, effronté, et il prenait de la place. Maman s'éclaircit la gorge. Elle lissa sa jupe. C'est compliqué. Nous avons dû prendre des décisions logistiques difficiles en fonction de nos nouvelles situations de vie. Décisions logistiques. Cette phrase me hante encore. Je déménage dans un appartement près du chantier de construction, dit papa, pointant son pouce vers sa poitrine. C'est un 2 pièces avec un petit bureau. Ce n'est pas grand, mais c'est proche du lycée. Ethan, tu viens avec moi. Nous devons te garder concentré sur la saison de football, et le trajet depuis le nouvel endroit de ta mère serait impossible. Ethan eut un petit sourire suffisant. Un minuscule sourire victorieux. Il avait le père cool, la liberté, la proximité de ses amis. Sophie, dit maman, sa voix s'adoucissant d'une fraction. Tu viens avec moi. J'ai loué un appartement en rez-de-jardin près de l'hôpital. C'est petit, mais on le rendra mignon. J'ai besoin de ma petite fille avec moi. Sophie leva les yeux, écarquillée. D'accord, maman. La pièce devint silencieuse. Le climatiseur bourdonnait. Je regardais papa, puis maman. Attendez, et moi, demandai-je. Ma voix semblait faible, comme si elle appartenait à un enfant beaucoup plus jeune. Papa soupira. C'était un soupir lourd et irrité, comme si je venais de lui demander de réparer un robinet qui fuit après une longue journée. Il regarda maman. Maman regarda ses mains. Aaron, commença maman. Tu sais à quel point tu es turbulent. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin de ressources. Je n'ai pas besoin de ressources, dis-je, la panique montant dans ma poitrine. J'ai juste besoin d'aller avec l'un de vous. Je peux dormir sur le canapé. Je peux dormir par terre chez papa. Ça m'est égal. L'appartement a des règles d'occupation strictes, coupa sèchement papa. 2 personnes maximum. Et l'appartement de maman. Eh bien, elle travaille de nuit. Un adolescent qui traîne sans surveillance. Ce n'est pas faisable. Faisable? Je me levai. Mes genoux tremblaient. Je suis votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire, pas faisable? Ça veut dire, dit papa, son visage se durcissant, que nous avons examiné les finances, la superficie et la réalité de la situation. On ne peut pas te couper en deux, Aaron. Et aucun de nous n'est en mesure de prendre 2 enfants en ce moment. L'accord de garde était complexe. Alors, où est-ce que je vais, demandai-je. J'avais l'impression d'être sous l'eau. Nous avons parlé à une assistante sociale, dit maman rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Madame Rodriguez, elle est merveilleuse. Elle t'a trouvé un placement. Juste temporaire.
Juste jusqu'à ce qu'on s'installe. Jusqu'à ce que la poussière retombe. Placement. Ça voulait dire famille d'accueil. Ça voulait dire le système. Je regardais Ethan. Il regardait son téléphone, faisant semblant que cela n'arrivait pas. Je regardais Sophie. Elle était trop jeune pour comprendre que son frère était en train d'être expulsé de la famille. Vous m'abandonnez, murmurai-je. C'est temporaire, insista maman. Mais elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Ne sois pas dramatique, Aaron. C'est une période de transition. Les 2 heures suivantes furent un flou d'efficacité. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Ils avaient déjà fait mes valises. Pendant que j'étais à l'école, ils étaient entrés dans ma chambre et avaient emballé ma vie dans 3 sacs poubelles noirs. Ils n'avaient même pas utilisé de valises. Les valises étaient pour les voyages. Les sacs poubelles étaient pour les ordures. Je me tenais sur le porche d'entrée. Le vent était froid. Une berline s'arrêta. Elle avait un logo gouvernemental sur la portière. Madame Rodriguez en sortit. Elle avait l'air gentille. Elle avait les yeux de quelqu'un qui avait vu cette scène 1 millier de fois. « Aimez Madame Miller ?» demanda-t-elle. « Oui » dit papa. Il lui tendit un dossier. Voici son dossier médical et les formulaires de consentement signés. Maman s'approcha de moi. Elle sentait ce produit au citron et un parfum bon marché. Elle essaya de me serrer dans ses bras, mais je restais raide comme un piquet. « Sois sage, Aaron, dit-elle. Ne cause pas de problème à ces gens. Nous t'appellerons quand nous serons installés. » Tu mens, dis-je. C'était la première fois que je lui répondais avec un vrai venin. Vous n'allez pas appeler. Elle tressaillit, puis recula, son visage se fermant. Tu vois cette colère? C'est pour ça que je ne peux pas t'avoir dans un petit appartement pendant que je travaille. Tu es trop à gérer, Aaron. Je suis monté à l'arrière de la voiture de l'assistante sociale. J'ai regardé par la fenêtre. Ethan et des papas apportaient une boîte de trophées jusqu'au camion de papa. Sophie tenait la main de maman. Ils avaient l'air soulagés. C'est l'image qui s'est gravée dans mes rétines. Pas de la tristesse, pas de regret, du soulagement. Ils avaient résolu le problème de l'enfant du milieu. Le superflu, la bouche en trop à nourrir. Alors que la voiture s'éloignait, Madame Rodriguez me regarda dans le rétroviseur. Je sais que c'est difficile, mon chéri, mais la famille où tu vas, les Henderson, ils ont de l'expérience. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé la maison de mon enfance disparaître au coin de la rue. Je me suis promis à ce moment-là, à 13 ans, que je ne dépendrais plus jamais de personne. Si mes propres parents pouvaient se débarrasser de moi à cause de la logistique, alors la loyauté était un mythe. Ce jour-là, Aaron Miller est mort. Le garçon qui faisait confiance aux gens avait disparu. La personne qui l'a remplacé était plus froide, plus tranchante et incroyablement en colère. Je ne le savais pas à l'époque, but temporaire était un mensonge. Je n'aurais pas de leurs nouvelles pendant 3 mois. Et quand j'en ai finalement eu, ce n'était pas un appel téléphonique. C'était un avocat qui m'envoyait un avis indiquant que mon père avait demandé la déchéance de ses droits parentaux pour simplifier le processus d'adoption par l'État. Il ne faisait pas que me garer quelque part, il m'effaçait. Les Henderson vivaient dans une maison qui sentait le chou bouilli et l'eau de Javel. Madame Rodriguez appelait ça un environnement structuré. J'appelais ça un camp de prisonniers déguisés en pavillon de banlieue à demi-niveau. Nous étions 4 enfants placés, plus le fils biologique des Henderson, Brandon. Brandon avait 16 ans, était bâti comme un tank et avait des yeux qui ressemblaient à des poissons morts. Il était le roi du château, et nous n'étions que les serfs qui rapportaient les chèques mensuels du gouvernement. Monsieur Henderson était un homme qui parlait par grognement. Madame Henderson était une femme qui souriait avec sa bouche mais jamais avec ses yeux. Le premier soir, elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Les règles, dit-elle en tapotant une feuille de papier plastifié. 1. Tu manges ce qu'on te met devant toi. 2. La douche est limitée à 5 minutes. 3. Tu ne parles pas à Brandon à moins qu'il ne te parle. 4. Si tu casses quelque chose, c'est déduit de ton argent de poche. Mais comme tu n'as pas encore d'argent de poche, tu le paieras de ta personne. Compris? Oui, madame, dis-je. Le premier mois fut une leçon d'invisibilité. J'ai appris à marcher sans faire grincer le plancher. J'ai appris à cacher mes quelques possessions, un carnet de croquis,
une photo de Sophie et une montre que mon grand-père m'avait donnée, sous une lame de parquet lâche dans le placard. Je suis allé dans une nouvelle école. Je ne me suis pas fait d'amis. À quoi bon? J'étais le gamin de la famille d'accueil. Je portais des vêtements qui ne m'allaient pas parce que Madame Henderson achetait tout à la friperie, au kilo. Même si je savais que l'État fournissait une allocation vestimentaire, je voyais où allait l'argent. Il allait dans le nouveau kit de rehausse du camion de Brandon. Il allait dans l'immense télévision à écran plat du salon que nous n'avions pas le droit de regarder. J'ai essayé de me concentrer sur la survie. J'ai maintenu de bonnes notes, non pas parce que l'école m'intéressait, mais parce que la bibliothèque était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Il y faisait chaud, c'était calme, et personne ne me criait dessus. Mais on ne peut pas se cacher éternellement quand il y a un prédateur dans la maison. Ça a commencé doucement. Brandon me bousculait dans le couloir. Fort, me projetant contre le mur. Il me faisait trébucher quand je portais le linge. Fais gaffe, le bâtard, ricana-t-il. Puis des choses ont commencé à disparaître. Mes devoirs s'évanouissaient le matin où je devais les rendre. Ma brosse à dents était retrouvée dans les toilettes. Je me suis plaint à Madame Henderson une fois. Juste une fois. Il a jeté mon livre de maths dans la boue, lui ai-je dit, en brandissant le manuel en ruine. Elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Brandon dit que tu l'as fait tomber. Ne sois pas un menteur, Aaron. Personne n'aime les menteurs. D'ailleurs, les livres sont remplaçables. La paix dans cette maison ne l'est pas, j'ai alors réalisé que j'étais entièrement seul. Les adultes n'étaient pas des arbitres. C'étaient les gardiens. Le point de rupture est arrivé 3 mois plus tard. C'était un samedi. J'étais rentré de la bibliothèque plus tôt. Je suis entré dans la chambre que je partageais avec 2 autres garçons placés et j'ai vu Brandon. Il était à genoux près de mon placard. Il avait soulevé la lame de parquet lâche. Il tenait la montre de mon grand-père. C'était une vieille Timex, sans grande valeur monétaire, mais c'était la seule chose que j'avais qui prouvait que je venais de quelque part, que j'avais été aimé par quelqu'un un jour. Repose ça, dis-je. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage si brûlante que je la sentais comme de la lave dans ma gorge. Brandon se leva, balançant la montre par son bracelet. Il rit. Qui trouve garde, le bâtard. Ça paiera un bon sachet d'herbe. C'est à moi. Je m'avançai. Mon grand-père me l'a donné. Ton grand-père, celui qui est mort, tout comme tes parents sont morts pour toi, ricana Brandon. Fais-toi une raison, gamin. Tu ne possèdes rien. Tu n'es rien. Il se tourna pour sortir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste réagi. Toute la colère du divorce, la trahison de mes parents, l'humiliation des sacs poubelles, tout a explosé. Je l'ai plaqué. Nous nous sommes écrasés contre la commode. Brandon était plus grand, plus fort et se battait salement. Il m'a asséné un coup de poing puissant dans les côtes qui m'a coupé le souffle. Mais je me battais pour ma vie. J'ai griffé, j'ai mordu, j'ai donné des coups de pied. J'ai réussi à récupérer la montre. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Monsieur Henderson était là. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a vu son précieux fils, par terre avec le nez en sang, et il m'a vu, le bâtard, debout au-dessus de lui. Monsieur Henderson m'a attrapé par le col de ma chemise et m'a jeté dans le couloir. J'ai heurté le mur violemment. Espèce d'animal, criait maintenant Madame Henderson. Je le savais. Je savais que tu étais violent. Il volait ma montre, ai-je crié, serrant la montre cassée. Demandez-lui. Brandon s'assit, essuyant le sang de son nez. Il a fait une performance digne d'un Oscar. Je cherchais juste mes chaussettes, maman. Il m'a sauté dessus. Il est fou. Cette nuit-là, la police est venue non pas pour arrêter Brandon pour vol, mais pour déposer un rapport contre moi pour agression. Les Henderson voulaient que je parte immédiatement. J'étais assis à l'arrière d'une autre voiture de police. J'étais couvert de bleu, mes côtes me faisaient mal, et la montre de mon grand-père était en morceaux dans ma poche. Mais je ne pleurais pas. J'avais fini de pleurer. J'ai regardé la maison alors que nous partions. J'ai vu Madame Henderson à la fenêtre, secouant la tête. Ils garderaient probablement le chèque de ce mois-ci et ils auraient un autre enfant la semaine suivante pour me remplacer. C'était un business.
Où allons-nous, demandai-je à l'officier. Centre de détention pour mineurs pour ce soir, fils, dit-il gentiment. Ensuite, les services sociaux te trouveront un nouveau placement demain matin. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide. J'ai pensé à mon père dans son appartement, regardant probablement le football avec Ethan. J'ai pensé à maman dans son mignon appartement, tressant les cheveux de Sophie. Ils dormaient dans des lits chauds. Ils étaient en sécurité. Ils avaient déchaîné cet enfer sur moi. Ils m'avaient jeté dans un bassin de requins sans cage. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un nouveau vœu. Je survivrai à ça. Et un jour, je serai si puissant que personne ne pourra plus jamais me faire de mal. Et quand ce jour viendra, je leur rappellerai cette nuit. La colère n'était plus brûlante. Elle s'était transformée en quelque chose de froid et de dur, comme de l'acier. J'avais 14 ans et j'entrais en guerre contre le monde. Le dossier sur moi s'épaississait. Problème de comportement, problème de gestion de la colère, incompatible avec la dynamique familiale. C'est ainsi que le système étiquetait un gamin qui refusait d'être un punching ball. Après les Henderson, j'ai rebondi entre deux foyers de groupe temporaires. J'ai appris à dormir avec un œil ouvert. J'ai appris que si vous avez l'air dangereux, les gens vous laissent tranquille. Alors, je me suis rasé la tête. J'ai commencé à faire de l'exercice dans la cour jusqu'à ce que mes muscles me fassent mal. J'ai arrêté de parler, sauf en cas d'absolue nécessité. Puis sont arrivés les Garcia. Madame Rodriguez m'a conduit à une maison en périphérie de la ville. Ce n'était pas un manoir, mais ce n'était pas un taudis non plus. C'était une solide maison en briques avec une pelouse bien entretenue et un panier de basket dans l'allée. Écoute, Aaron, dit Madame Rodriguez avant de déverrouiller les portières. Matteo et Elena Garcia. Ils sont différents. Ils ont spécifiquement demandé un enfant plus âgé. Quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Peu importe, marmonnai-je. Combien ils sont payés? Elle soupira. Donne-leur juste une chance. La porte d'entrée s'ouvrit. Un homme et une femme sortirent. Matteo Garcia était un homme petit et trapu, avec des yeux bienveillants et des mains calleuses. Elena était plus grande, élégante, avec un sourire qui semblait rayonner une chaleur réelle, pas le faux sourire de service client auquel j'étais habitué. Une adolescente, peut-être un an de moins que moi, se tenait derrière eux. Bienvenue, Aaron, dit Matteo. Il n'essaya pas de me prendre dans ses bras. Il me tendit la main, une poignée de main. Du respect. Je la pris. Sa poigne était ferme. Je suis Elena, dit la femme. Et voici notre fille, Isabella. Salut, dit Isabella. Elle me regardait avec curiosité, jaugeant mes bottes de combat et mon air renfrogné. Tu joues au basket? Non, dis-je sèchement. On peut arranger ça, haussa-t-elle les épaules. Le dîner du premier soir fut terrifiant. Non pas parce que c'était mauvais. C'était du poulet rôti et des plantains, et ça sentait divinement bon, mais parce qu'ils s'attendaient à ce que je m'assoie à table avec eux. Dans les foyers précédents, je mangeais dans la cuisine ou dans ma chambre. Passe le sel, s'il te plaît, Aaron, dit Elena. Je me figeai. Je le passai. Alors, Aaron, dit Matteo, en coupant son poulet. Je vois dans ton dossier que tu es bon en maths. Je suis ingénieur en structure. J'adore les chiffres. Peut-être que tu pourras m'aider avec des devis un de ces jours. Il ne me posait pas de questions sur mon traumatisme. Il ne m'énonçait pas les règles. Il me parlait comme à un être humain. Je ne savais pas comment gérer ça. J'attendais que le couperet tombe. J'attendais qu'il me demande de nettoyer le garage ou qu'il me dise que je mangeais trop. Ce n'est pas arrivé. Les semaines se sont transformées en mois. Je suis resté sur mes gardes, attendant la trahison. Mais les Garcia étaient implacables dans leur constance. Un samedi, Matteo me lança un jeu de clés. Monte dans la voiture. Quoi, demandai-je. Tu auras 16 ans le mois prochain. Tu dois apprendre à conduire. Un homme doit être mobile. Mon père biologique, Robert, était un passionné de voitures. Il adorait ses camions. Il m'avait promis de m'apprendre à conduire quand j'aurais 15 ans. Il ne l'a jamais fait. Il a appris à Ethan quand il avait 14 ans, sur un parking, le laissant faire des dérapages contrôlés. Je me suis assis au volant de la vieille Honda Accord de Matteo. Mes mains étaient moites. Détends-toi,
dit Matteo depuis le siège passager. C'est une machine. Tu lui dis quoi faire et elle le fait, contrairement aux adolescents. Il me fit un clin d'œil. J'ai conduit sur le parking vide de l'école. J'ai calé 3 fois. Je m'attendais à ce qu'il crie. Robert aurait crié. Robert m'aurait traité d'inutile. Matteo a juste ri. Doucement sur l'embrayage, file. Sens le point de patinage. Écoute le moteur. Il te parle. Quand j'ai finalement réussi à passer une vitesse et à rouler doucement sur le parking, j'ai senti une boule dans la gorge si grosse que je pouvais à peine respirer. Cet étranger faisait le travail que mon père refusait de faire. Tu es un naturel, dit Matteo. Puis il me regarda, le visage sérieux. Aaron, je sais que tu attends qu'on te mette à la porte. Je te vois faire ton sac tous les vendredis soirs. Tu n'as pas à faire ça ici. Tu es à la maison. J'ai détourné le regard, retenant mes larmes. Vous ne pouvez pas savoir ça. Les gens partent. Pas nous, dit-il simplement. Le tournant, le véritable revirement qui a coupé mon lien avec mon passé, s'est produit 6 mois plus tard. J'étais à la bibliothèque de l'école, feuilletant de vieux journaux locaux pour un projet d'histoire. J'ai vu une photo dans les pages mondaines datant d'il y a 2 ans. C'était un faire-part de mariage. Linda Miller épouse le développeur milliardaire David Sterling. C'était ma mère. Elle avait l'air plus jeune, plus lisse, probablement du botox. Elle portait une robe blanche, s'accrochant au bras d'un homme aux cheveux argentés qui avait l'air de posséder le monde. Mais c'est la légende qui m'a arrêté le cœur. Le couple heureux résidera dans le domaine Sterling. La mariée est accompagnée de sa fille Sophie. Madame Sterling déclare qu'elle est ravie d'avoir enfin une unité familiale complète et heureuse après des années de lutte. Sa fille, au singulier. Il n'y avait aucune mention d'Ethan et certainement aucune mention de moi. J'ai cherché frénétiquement plus d'informations. J'ai trouvé une interview qu'elle avait donnée à un magazine de mode de vie locale. Le journaliste lui a posé des questions sur ses enfants. « Oh, Sophie est mon ange », avait dit Linda dans l'article. « Je suis tellement bénie d'être la mère d'une si douce fille. » Nous n'étions que toutes les deux contre le monde. Jusqu'à ce que David arrive. Elle nous avait effacés. Enfin, elle m'avait effacé. Ethan était probablement avec papa. Mais pour son nouveau mari milliardaire, je n'existais pas. Elle avait menti pour se marier avec l'argent. Elle lui avait probablement dit qu'elle n'avait qu'un seul enfant pour paraître avoir moins de bagages. J'étais assis là, à la bibliothèque, le journal tremblant dans mes mains. Le chagrin est finalement mort. Le petit garçon qui voulait sa maman est mort. Je suis rentré chez les Garcia. Je suis entré dans le salon où Elena corrigeait des copies et Matteo regardait la télé. « Aaron » demanda Elena, sentant mon humeur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je veux être adopté, dis-je, ma voix ferme. Et je veux changer de nom. Je ne veux plus être un Miller. » Matteo se leva. Il s'approcha et me serra dans ses bras. Une vraie étreinte d'ours. « Nous avons les papiers prêts depuis des mois, Mijo. Nous attendions juste que tu le demandes. J'ai brûlé la coupure de journal dans le jardin ce soir-là. » J'ai regardé le visage souriant de Linda se transformer en cendres. Elle pensait s'en être tirée. Elle pensait m'avoir jeté comme un déchet pour s'assurer une nouvelle vie. Elle ne savait pas que les déchets, lorsqu'ils sont comprimés sous une pression suffisante, se transforment en diamants ou en bombes. J'étais maintenant Aaron Garcia, et j'allais m'assurer qu'un jour, elle regretterait le jour où elle a prétendu que je n'existais pas. Le temps est une chose étrange. Quand on souffre, il traîne. Quand on construit, il vole. 12 ans ont passé. Je n'ai pas seulement survécu. J'ai prospéré. La colère qui me consumait est devenue du carburant. Du carburant super, de haute performance. J'ai été diplômé premier de ma classe. J'ai obtenu une bourse complète à l'université de Pennsylvanie en commerce. J'ai travaillé comme un possédé. Pendant que les autres étudiants faisaient la fête, je spéculais en bourse. Pendant qu'ils cuvaient leur gueule de bois, j'étais stagiaire dans des agences immobilières. Mon objectif était simple, l'invincibilité financière. Je ne voulais plus jamais entendre le mot « faisable ». Je ne voulais plus jamais qu'on me dise qu'il n'y avait pas assez de place ou pas assez de ressources pour moi. J'ai créé une entreprise appelée Aven Housing. C'était ironique, vraiment,
le gamin de l'assistance publique qui construisait des maisons. Mais ce n'était pas de la charité. C'était de l'entrepreneuriat social. Nous achetions des bâtiments délabrés dans des quartiers en voie de gentrification, nous les rénovions et nous travaillions avec des programmes gouvernementaux pour fournir des logements subventionnés de haute qualité aux jeunes à risque et aux familles à faible revenu. C'était une mine d'or. Les contrats gouvernementaux étaient stables, la valeur des propriétés a grimpé en flèche, et j'étais le golden boy du monde des affaires. Le PDG avec une âme, m'a appelé Forbes. Si seulement il savait que mon âme était du tissu cicatriciel. À 32 ans, j'étais assis dans un bureau d'anglo centre-ville de Chicago. Murs de verre, meubles en cuir italien, et une vue sur le lac qui coûtait plus que l'existence entière de mes parents. Je me souviens du jour où j'ai acheté la voiture. C'était un achat mesquin, je l'admets, mais les symboles comptent. Je suis entré chez le concessionnaire et j'ai montré du doigt la Porsche Panamera Turbo S noire de jet. Je veux celle-là, ai-je dit au vendeur. Excellent choix, monsieur. Souhaitez-vous examiner les options de financement? Non. J'ai sorti mon American Express noir. Je paie aujourd'hui. Conduire cette voiture était comme une thérapie. Le moteur rugissait comme une bête. C'était le pouvoir. C'était le contrôle. C'était tout ce que Robert Miller aimait mais n'aurait jamais pu se permettre avec son salaire d'entrepreneur. J'étais proche des Garcia. Matteo et Elena étaient mes parents. Point final. Je leur ai acheté une maison de vacances en Floride. J'ai payé les frais de scolarité de l'école de médecine d'Isabella. C'était ça, la famille. La famille, c'est ceux qui sont là. Mais le passé a une façon de frapper à votre porte juste au moment où vous pensez l'avoir doublement verrouillée. C'était à nouveau un mardi. Toujours un mardi. Ma secrétaire, Sarah, m'a appelé. Monsieur Garcia, il y a une demande de pré-proposition de partenariat qui vient d'arriver via le système automatisé. Elle a été signalée pour votre examen personnel en raison de la correspondance du nom de famille. J'ai froncé les sourcils. Quel nom de famille? Miller, dit-elle. L'entreprise s'appelle Miller & Son Construction. Il demande une sous-traitance sur le nouveau projet de développement du West Side. Il demande également un prêt-relais pour éviter la faillite. Ils louent des locaux dans l'un de nos immeubles commerciaux et ils ont 3 mois de retard de loyer. Je me suis figé. Miller & Son. Envoyez-moi le dossier, dis-je. J'ai ouvert le PDF. C'était là. Robert Miller, propriétaire. Ethan Miller, vice-président des opérations. J'ai regardé leurs finances. C'était un désastre. L'entreprise de Robert ne s'était jamais modernisée. Ethan, fidèle à lui-même, touchait un salaire énorme malgré le fait que l'entreprise perdait de l'argent. Il y avait des voyages d'affaires à Vegas, des camions en leasing qu'il ne pouvait pas se permettre. Il se noyait, et il louait des locaux dans un immeuble que je possédais. Il ne savait pas que je le possédais. Mes actifs étaient sous une société mère, AG Venture. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Un sourire froid et dangereux. Il demandait une bouée de sauvetage. Il demandait la pitié. J'ai décroché le téléphone. Sarah, organisez une réunion avec Miller & Son. Dites-leur que le directeur d'AG Venture souhaite les rencontrer personnellement pour discuter de leur situation. Quand, monsieur? Demain, 14 h. Et Sarah, assurez-vous que la Porsche soit garée juste devant. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis regardé dans le miroir. Je n'étais plus le garçon de 13 ans avec les sacs poubelles. J'étais le requin et il y avait du sang dans l'eau. J'ai appelé mon avocat, Monsieur Sterling. Aucune relation avec l'ex-mari de Linda, heureusement. James, dis-je, j'ai besoin que vous enquêtiez sur un fonds en fiducie. La succession de ma grand-mère d'il y a 20 ans. J'ai une intuition. Vous pensez qu'ils vous ont volé? Demanda James. Je sais qu'ils l'ont fait. Creusez ça. Je veux la preuve sur mon bureau avant 14 h demain. J'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Les pièces du puzzle se mettaient en place. L'univers rendait justice. Emballé dans un avis de saisie. La salle de conférence d'AG Venture était conçue pour intimider. Une table en acajou de 10 mètres, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville et une climatisation réglée juste assez froid pour vous mettre mal à l'aise si vous ne portiez pas de veste. J'étais assis en bout de table,
le dos à la porte, regardant la ville. Je portais un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que le camion de mon père. À mon poignet, une Patek Philippe, une légère amélioration par rapport à la Timex que Brandon avait essayé de voler. Ils sont là, monsieur Garcia. La voix de Sarah retentit dans l'interphone. Faites-les entrer, dis-je. Et Sarah, n'annoncez pas mon nom. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai entendu le bruit des pas, waouh, a dit une voix. C'était Ethan. Cet endroit est blindé. Papa, regarde cette vue. Concentre-toi, Ethan. La voix de Robert. Plus vieille, rauque. Nous avons besoin de cet argent. Redresse ta cravate. Et bonjour à vous aussi. Une voix de femme. Linda. Mon cœur a raté un battement. Maman était là. Pourquoi? Elle avait épousé le milliardaire, n'est-ce pas? Laisse-moi juste parler, Linda, lança Robert. Tu n'es là que parce que ton nom est encore sur les statuts d'origine. De l'eau dans le gaz, apparemment. La vie de milliardaire n'avait pas réussi à Linda. J'ai fait pivoter lentement mon fauteuil. Ils étaient là, tous les trois. Robert avait l'air vieux. Sa peau était parcheminée, ses épaules affaissées. Il portait un costume démodé de 10 ans. Ethan était exactement comme je m'y attendais, bouffi, le visage rouge, portant une montre tape à accent grave-l'œil qui était certainement une contrefaçon. Il ressemblait à un quarterback de lycée qui n'avait jamais cessé de boire de la bière après le diplôme. Et Linda, elle avait l'air fatiguée. Le botox s'était estompé. Les vêtements de marque semblaient dater de quelques saisons. Elle serrait un faux sac Louis Vuitton. Il me regardait, les yeux vides. J'avais changé. J'étais plus grand, plus large. J'avais une barbe maintenant. Et mes yeux étaient différents, mais j'étais toujours leur fils. Bonjour, dis-je, ma voix profonde et calme. Veuillez vous asseoir. Ils s'assirent, l'air confus. Ils ne me reconnaissaient pas. Près de 20 ans s'étaient écoulés. Ils avaient vu un nom de famille hispanique sur la porte, Garcia, et s'attendaient à un étranger. Monsieur Garcia. Robert plissa les yeux vers la plaque sur le bureau. Merci de nous recevoir. Comme vous le savez, Miller & Son est une institution dans cette communauté. Nous avons juste un problème de trésorerie temporaire dû au marché. Arrête tes salades, papa, interrompit Ethan. Écoutez, mec, on a besoin d'un prêt. On est solvable. On a juste besoin de couvrir quelques frais généraux jusqu'à ce que le prochain chèque arrive. Ethan, siffla Linda. Je suis resté silencieux. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai pris leur dossier. J'ai examiné votre demande, dis-je. La faillite est imminente. Vous avez 3 mois de retard de loyer pour votre bureau, qui se trouve d'ailleurs dans un immeuble appartenant à cette société. Nous pourrions vous expulser aujourd'hui. Robert pâlit. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons des familles. J'ai un héritage. Un héritage, répétai-je. Mot intéressant. Les héritages, c'est ce qu'on laisse derrière soi, n'est-ce pas? Ou qui on laisse derrière soi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai connu une famille, un jour. Ils parlaient beaucoup de logistique, de faisabilité. Ils ont dû faire des choix difficiles concernant leur héritage. Linda bougea sur sa chaise. Elle me fixait, les yeux plissés. Elle penchait la tête. Ils avaient 3 enfants, continuai-je, le dos tourné, mais ils n'avaient de place que pour 2, alors ils ont jeté celui du milieu comme une ordure. J'ai entendu un hoquet, une inspiration brusque. Aaron, murmura Linda. C'était à peine audible. Je me suis retourné. J'ai croisé son regard. Bonjour, mère. La pièce a explosé de silence. C'était lourd, suffocant. La mâchoire de Robert tomba. Il me regarda, puis le dossier, puis Linda. Aaron, c'est. Non, ça ne peut pas être. Ethan se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Bordel, Aaron? Le gamin de la famille d'accueil. Assieds-toi, Ethan, ordonnai-je. Ma voix claqua comme un fouet. Il s'assit. Mon nom est Aaron Garcia maintenant, dis-je en retournant à ma place.
J'ai été adopté par la famille chez qui vous m'avez largué. La famille qui avait de la place pour moi quand vous n'en aviez pas, Aaron. Linda se leva, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Oh mon Dieu, regarde-toi. Tu as réussi. Elle fit un pas vers moi, les bras ouverts. Mon bébé, je savais que tu ferais quelque chose de ta vie. J'ai toujours dit à Robert. Aaron est un survivant. J'ai levé une main. Ne faites pas un pas de plus. Elle se figea. Vous n'êtes pas ici pour une réunion de famille, dis-je froidement. Vous êtes ici parce que vous êtes fauché. Vous êtes ici à mendier de l'argent à un étranger. Vous ne saviez simplement pas que l'étranger était le fils que vous avez abandonné. Attends une minute, Phil. Robert essaya de retrouver son aplomb, prenant sa voix de père sévère. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'était une période difficile. Nous te protégions du divorce. Me protéger? J'ai ri, un son sec et sans joie. Vous m'avez mis dans un foyer où j'étais battu. Vous m'avez mis dans un système où j'étais affamé. Vous m'avez effacé. Nous ne savions pas. Sanglota Linda. Madame Rodriguez a dit. Vous n'avez jamais appelé. J'ai frappé ma main sur la table. 15 ans. Vous n'avez jamais appelé. Vous n'avez jamais vérifié. Vous avez signé les papiers et vous êtes parti. Nous pensions que c'était pour le mieux. Cria Robert en retour, son visage devenant rouge. Et regarde-toi. Tu es riche. Tu t'en sors mieux que nous tous. Alors, de toute évidence, nous avons fait le bon choix. On t'a endurci. L'audace. L'audace délirante absolue. Ethan se pencha en avant, une lueur avide dans les yeux. Alors, c'est toi le proprio ici? C'est toi le patron? C'est exact, dis-je. Eh bien, alors, Ethan sourit, se penchant en arrière. Problème résolu. On est de la famille. Tu peux effacer la dette. Peut-être nous faire un chèque pour remettre l'entreprise sur pied. Je veux dire, tu nous dois bien ça, non? On a fait de toi ce que tu es. Je les ai regardés. Le trio toxique. Le père qui voyait les enfants comme des actifs. La mère qui voyait les enfants comme des accessoires. Le frère qui voyait tout le monde comme un serviteur. J'ai regardé le visage suffisant d'Ethan. Il y croyait vraiment. Il croyait que l'ADN partagé était une carte de crédit sans limite. Tu penses que je te dois quelque chose, demandai-je, ma voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Parlons de dette. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone de bureau. Sarah, faites entrer Monsieur Sterling, s'il vous plaît. James Sterling, mon avocat, entra. Il portait un dossier épais. Il le posa devant moi et se tint silencieusement près du mur. Ceci, j'ai tapoté le dossier, est une expertise comptable de la succession de grand-mère. Vous vous souvenez de grand-mère Rose, n'est-ce pas, papa? Elle est décédée 2 mois avant le divorce. Robert commença à transpirer. Des perles de sueur visibles sur son front. C'est une affaire de famille privée. En effet, acquiesçai-je. Elle a laissé un fonds en fiducie. 150 000 $ à partager spécifiquement entre ses 3 petits-enfants pour leur éducation. 50 000 $ pour Ethan, 50 000 $ pour Sophie, 50 000 $ pour Aaron. J'ai ouvert le dossier. Ethan a eu sa part. J'ai montré un virement bancaire. Ça lui a acheté un nouveau camion et payé 2 semestres d'université avant qu'il n'échoue. Ethan baissa les yeux. Sophie? Eh bien, nous y viendrons, dis-je. Mais ma part, les 50 000 $ qui étaient légalement à moi, elle a disparu la semaine où j'ai été envoyé en famille d'accueil. J'ai sorti une copie d'un chèque encaissé, signé par Robert Miller et Linda Miller, pour les soins et l'entretien du mineur. Vous avez encaissé mon héritage. Vous avez volé mon avenir pour payer vos avocats de divorce et vos nouveaux appartements. Nous avions besoin de l'argent, cria Linda. Nous étions noyés sous les dettes. Nous devions établir de nouveaux foyers. Vous avez volé un enfant que vous aviez déjà jeté, ai-je crié. C'est de la fraude. C'est du vol. C'était il y a 20 ans, hurla Robert. Il y a prescription. Légalement, peut-être, dis-je en me levant. Mais financièrement, vous êtes dans mon immeuble à demander mon argent.
J'ai pris leur demande de prêt et je l'ai déchirée en deux. Puis je l'ai déchirée à nouveau. Demande refusée. Aaron, s'il te plaît. Linda changea instantanément de tactique, sa voix tremblante. Ton père, il est malade. Il a des problèmes cardiaques. Le stress. Si l'entreprise fait faillite, nous perdons tout. Je suis divorcé de David maintenant. Je n'ai rien. Cette entreprise est tout ce que nous avons. Alors vous auriez dû mieux la gérer, dis-je. Ou peut-être n'auriez-vous pas dû voler l'héritage de votre fils. Tu ne peux pas faire ça à ton propre sang, Ethan se leva, s'avançant vers moi agressivement. Espèce de connard de riche. Tu te crois meilleur que nous? James Sterling s'avança, prêt à intervenir, mais je lui fis signe de reculer. Je n'avais plus besoin de protection contre Ethan. Je suis meilleur que vous, dis-je calmement. Non pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que je ne ferai jamais à un être humain ce que vous m'avez fait. Sortez. Aaron. Maman tendit la main. Nous pouvons être une famille à nouveau. Nous pouvons tout recommencer. Sophie. Sophie s'ennuie de toi. Ce nom m'a arrêté. Sophie, ma petite sœur innocente. Où est-elle, demandai-je. Fait-elle aussi partie de cette arnaque? Elle. Elle ne sait pas que nous sommes ici, marmonna papa. Elle est enseignante. Elle nous parle à peine. Tant mieux pour elle, dis-je. Maintenant, sortez avant que j'appelle la sécurité pour vous faire expulser. Et au fait, l'avis d'expulsion pour votre bureau est en cours de traitement pour demain. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Tu nous tues, halta Robert, se tenant la poitrine. Tu tues ton père. Mon père est Matteo Garcia, dis-je. Tu n'es que le donneur de sperme qui a volé mon argent. Au revoir, Robert. Ils sont partis. Ce n'était pas digne. Ethan jurait, donnant des coups de pied dans le cadre de la porte. Linda sanglotait bruyamment, me regardant avec des yeux tragiques et humides, espérant un sursis de dernière seconde. Robert ressemblait à un fantôme. Quand la porte s'est fermée, je me suis assis. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. L'air dans la pièce semblait plus pur. James me regarda. Ça va, patron? Je vais bien, dis-je. Mieux que bien. Voulez-vous que je dépose la plainte à la police pour la fraude? Même avec la prescription, nous pourrions leur rendre la vie difficile. Non, dis-je. Ils sont déjà en enfer. Ils sont fauchés. Ils se détestent. Et ils viennent de réaliser que leur filet de sécurité est le gars qu'ils ont jeté par-dessus bord. Mais il y avait une dernière chose à régler. Sophie. James, dis-je, retrouvez ma sœur. Retrouvez Sophie Miller. Si elle n'est pas comme eux, il y a peut-être un Miller qui vaut la peine d'être sauvé. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. J'ai vu 3 petites silhouettes sortir de l'immeuble. Elles se sont arrêtées près d'une berline rouillée. Elles se disputaient. J'ai vu Ethan lever les bras au ciel. J'ai vu Linda pleurer. J'ai bu une gorgée d'eau. J'avais gagné. Mais pourquoi avais-je l'impression que le jeu n'était pas terminé? Parce que je les connaissais. Ils étaient désespérés. Et les gens désespérés font des choses dangereuses. Ils ne partiraient pas simplement comme ça. Ils reviendraient. Et la prochaine fois, ils ne demanderaient pas gentiment. Je n'ai pas bien dormi après avoir viré ma famille biologique de mon bureau. On pourrait penser que la vengeance a le goût du champagne, sucré et pétillant, mais elle avait plutôt le goût du café noir. Amer, fort, et elle maintenait mes nerfs en vibration. Mon avocat, James Sterling, est entré dans mon bureau 2 jours plus tard. Il a posé une seule feuille de papier sur mon bureau. Sophie Miller, a-t-il dit. Elle a 27 ans. Elle enseigne en CE1 dans une école publique de banlieue. Elle conduit une Civic de 10 ans. Elle a environ 40 000 $ de dette de prêt étudiant. J'ai pris le papier. Il y avait une photo. Elle ressemblait à Linda, mais sans les traits durs. Elle avait des yeux gentils, des yeux tristes. A-t-elle reçu son héritage, ai-je demandé. Oui, a hoché la tête James. Mais selon les relevés bancaires que nous avons obtenus lors de l'audit, elle en a transféré la quasi-totalité à Miller & Son Construction il y a 3 ans. Un prêt pour aider papa. Mon estomac s'est noué. Il n'avait pas seulement mangé mon avenir.
Ils avaient aussi mangé le sien. J'étais celui qui s'en était sorti. Elle était celle qu'ils avaient lentement vidée jusqu'à la dernière goutte. Organiser une réunion, dis-je, mais pas ici. Quelque part de neutre, un café près de son école. Je suis arrivé en avance. Je me suis assis au fond, observant la porte. Quand Sophie est entrée, elle avait l'air fatiguée. Elle portait un cardigan avec une tache sur la manchette et un lourd sac en toile rempli de copies à corriger. Elle a balayé la pièce du regard, cherchant le monsieur Garcia qui avait demandé une réunion au sujet d'une affaire juridique concernant ses parents. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, ses yeux se sont écarquillés. Elle a fait un pas en arrière, la main à la gorge. « Toi » a-t-elle murmuré. « Assieds-toi, Sophie » ai-je dit doucement. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée là, tremblante. Maman m'a dit. Maman m'a dit que tu étais de retour. Elle a dit que tu avais menacé de les tuer. Elle a dit que tu es un criminel qui s'est enrichi par la ruse. J'ai expiré lentement. Bien sûr. Linda racontait sa propre version de l'histoire jusqu'au bout. T'a-t-elle aussi dit que je suis propriétaire de l'immeuble dont ils sont expulsés? Ai-je demandé. Ou que la raison pour laquelle ils sont venus me voir était pour mendier un prêt parce qu'ils sont en faillite? Sophie a cligné des yeux. En faillite? Non. Papa a dit que c'était juste un petit problème de trésorerie. Il a dit que tu étais un trafiquant de drogue qui blanchissait de l'argent dans l'immobilier. J'ai ri. C'était un son sombre et creux. Assieds-toi, Sophie. S'il te plaît. Elle a hésité, puis s'est lentement assise sur la chaise en face de moi. Elle avait l'air prête à s'enfuir à tout moment. Je ne suis pas un trafiquant de drogue, ai-je dit. Je suis un homme d'affaires, et je ne suis pas celui qui a commis un crime. J'ai fait glisser le dossier sur la table, le même dossier que j'avais montré à nos parents, la copie du chèque avec ma signature falsifiée, les virements bancaires montrant son argent, son héritage, allant dans le trou noir de l'entreprise de papa. Regarde, ai-je ordonné doucement. Elle a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les documents. J'ai regardé son visage changer. Confusion, déni, puis horreur. C'est mon fonds pour l'université, a-t-elle balbutié. Et ça? C'est ta part? Ils l'ont encaissé la semaine où tu es parti. Ils m'ont vendu, Sophie, ai-je dit brutalement. Ils m'ont échangé contre 50 000 $ pour financer leur divorce et leurs nouveaux appartements, et ils t'utilisent comme tirelire depuis. Elle a couvert sa bouche. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je pensais. Ils m'ont dit que tu étais dangereux. Ils m'ont dit que tu avais essayé de mettre le feu à la maison quand tu avais 13 ans. Ils ont dit qu'ils avaient dû t'envoyer loin pour me protéger. J'étais un gamin qui aimait dessiner et lire des bandes dessinées, ai-je dit. Je n'ai jamais touché une allumette de ma vie. Ils avaient besoin d'un méchant pour justifier ce qu'ils avaient fait à un voisin ou à un ami qui demandait où j'étais passé, alors ils m'ont peint comme un monstre. Sophie a mis sa tête dans ses mains et a sangloté. Ce n'était pas un pleur discret. C'était le son de son monde entier qui s'effondrait. Les parents auxquels elle était restée fidèle, les personnes pour qui elle avait sacrifié sa propre stabilité financière, étaient des menteurs. Pourquoi me dis-tu ça? A-t-elle demandé en levant les yeux, son mascara coulant. Pour leur faire du mal? Pour me faire du mal? Pour te sauver, ai-je dit. Le navire coule, Sophie. L'avis d'expulsion est réel. Miller & Son est fini. Ils vont venir te voir. Ils vont exiger que tu contractes des prêts, que tu vendes ta voiture, peut-être même que tu emménages avec toi. Je te donne la vérité pour que tu puisses décider si tu veux te noyer avec eux. Juste à ce moment-là, son téléphone a vibré sur la table. L'écran s'est allumé. Maman. Sophie l'a regardé comme si c'était une bombe. Réponds, ai-je dit. Mets-le sur haut-parleur. Elle a hésité, la main tremblante, puis a appuyé sur le bouton vert. Sophie. La voix de Linda a crié à travers le haut-parleur. Dieu merci. Écoute, il faut que tu viennes à l'appartement. Ton père a des douleurs à la poitrine. C'est le stress. Ce frère diabolique à toi. Il nous détruit. Nous avons besoin que tu co-signes un prêt. Juste un petit. Ou peut-être que tu peux demander à la banque une deuxième hypothèque sur le vieux terrain de ta grand-mère. Sophie m'a regardé.
Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste haussé un sourcil. Douleur à la poitrine. La manipulation classique. Maman. La voix de Sophie tremblait, mais elle était plus forte que ce à quoi je m'attendais. Avez-vous encaissé le chèque d'héritage d'Aaron la semaine où il est allé en famille d'accueil? Silence. Silence de mort à l'autre bout. Qui t'a dit ça? La voix de Linda a baissé d'une octave. Ce n'était plus la voix d'une mère affolée. C'était la voix d'un animal acculé. Tu lui as parlé? Sophie, c'est un menteur. Il te manipule. Le chèque porte ta signature, maman, a dit Sophie, sa voix gagnant en force. Et celle de papa. Et je regarde les virements où je vous ai donné 40 000 $ il y a 3 ans. Vous disiez que l'entreprise était en plein essor. Vous disiez que c'était un investissement. C'en était un, a crié Linda. Les marchés changent. Nous t'avons élevé. Nous t'avons gardé, contrairement à lui. Tu nous dois la loyauté. Je ne vous dois rien, a dit Sophie. C'est fini. Ne m'appelez plus. Elle a raccroché. Elle est restée là, fixant le téléphone, respirant fort. C'était la première fois de sa vie qu'elle leur tenait tête. Tu as un endroit où loger, ai-je demandé. Mon bail d'appartement se termine le mois prochain. Elle a essuyé ses yeux. En fait, je pensais retourner vivre avec eux pour économiser de l'argent. Mon Dieu, j'étais si stupide. Tu n'étais pas stupide. Tu étais loyal. C'est différent. J'ai sorti une carte de visite de ma poche. Mon entreprise possède un complexe résidentiel à 3 pâtés de maison de ton école. C'est sûr, propre. Je te donne un appartement sans loyer pendant 1 an. Considère ça comme les intérêts sur l'héritage que je n'ai jamais pu partager avec toi. Je ne peux pas accepter ça. Elle a secoué la tête. Accepte, ai-je dit. La famille est de la famille. Et en ce moment, je suis la seule famille que tu as qui n'essaie pas de te voler. Elle a regardé la carte. Puis elle m'a regardé. Merci, Aaron. Les choses se sont enchaînées rapidement après ça. 3 semaines plus tard, la date d'expulsion est arrivée pour Miller & Son. Je ne suis pas descendu, mais j'ai regardé les caméras de sécurité depuis mon bureau. C'était pathétique. Robert a essayé de refuser de partir, criant à propos des droits des squatteurs dans un bâtiment commercial. La sécurité l'a escorté dehors. Il avait l'air frêle, vaincu. Linda portait des cartons, hurlant aux gardes de sécurité qu'elle connaissait des gens puissants. Ethan. Ethan était introuvable. J'ai appris plus tard qu'il avait pris le reste de la petite caisse et était parti à Vegas, laissant ses parents gérer le désordre. Mon avocat, James, m'a appelé cet après-midi-là. C'est fait, a dit James. Les serrures sont changées. Les actifs à l'intérieur, principalement de vieux ordinateurs et des meubles bon marché, seront vendus aux enchères pour couvrir une fraction des arriérés de loyer. Ils sont officiellement en faillite. Et la fraude, ai-je demandé. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure décrivant les preuves du vol de votre fonds en fiducie, a dit James. Je leur ai dit que s'ils vous contactent à nouveau, vous ou Sophie, nous irons voir le procureur. Ils ont signé l'accusé de réception il y a 1 heure. Ils étaient terrifiés. J'ai raccroché. J'ai fait pivoter mon fauteuil pour regarder la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel de Chicago en or et en violet. J'avais gagné. Je les avais dépouillés de leur fierté, de leur entreprise et de leur contrôle. J'avais sauvé ma sœur. Mais alors que j'étais assis là, j'ai réalisé quelque chose. La colère, la boule de rage froide et d'acier qui était dans ma poitrine depuis mes 13 ans. Elle fondait. Elle n'avait pas disparu, mais elle était plus petite. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Allô? La voix de Matteo Garcia a répondu. Salut, papa, ai-je dit. Est-ce que maman et toi êtes libres pour dîner dimanche? Je veux amener quelqu'un. Elle s'appelle Sophie. On adorerait ça, Mijo, a dit Matteo. On mettra un couvert de plus. C'était ça, la différence. Mes parents biologiques retiraient des couverts de la table. Les Garcia en rajoutaient toujours. 6 mois plus tard, les feuilles redevenaient oranges. Mais cette fois, l'air d'automne ne sentait pas le produit au citron et la trahison. Il sentait le charbon de bois et la sauce barbecue.
Nous étions dans le jardin de la maison des Garcia. Matteo était au barbecue, portant un tablier horrible qui disait « Embrassez le chef ». Elena mettait la table de pique-nique. Isabella riait, essayant d'apprendre à Sophie à danser la salsa sur la terrasse. Sophie avait l'air différente. Les cernes sous ses yeux avaient disparu. Elle avait pris un peu de poids, du bon poids. Elle riait vraiment, la tête en arrière. Elle ne survivait plus. Elle vivait. Je me tenais près de la clôture, une bière à la main, les regardant. Elle s'intègre bien, a dit Matteo, venant à côté de moi et me tendant un hamburger frais. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Elle est forte. Elle avait juste besoin d'une chance, comme son frère. Matteo a trinqué sa bouteille contre la mienne. Nous ne parlions plus beaucoup des Miller. Ils étaient comme des fantômes, les ombres fuyantes d'un mauvais rêve. Mais nous savions ce qui leur était arrivé. À l'ère des médias sociaux et des commérages de petites villes, rien ne reste caché. Robert et Linda avaient déménagé dans un petit appartement délabré dans le mauvais quartier de la ville. Ironiquement, l'un des rares immeubles que mon entreprise ne possédait pas. Les problèmes cardiaques de Robert se sont avérés être principalement des crises de panique, mais il était trop vieux et trop fier pour trouver un emploi pour quelqu'un d'autre. Il passait ses journées au bar du coin, racontant à quiconque voulait l'entendre qu'il était autrefois un gros bonnet, que son fils ingrat lui avait volé son entreprise. Personne ne le croyait. Il n'était qu'un autre vieil homme aigri criant après la télévision. Linda avait pris un poste d'hôtesse d'accueil chez Walmart. Je l'ai vue une fois de loin quand je me suis arrêté pour acheter des fournitures pour une collecte de charité. Elle avait l'air grise. Elle ressemblait à tout le monde. La prétention d'appartenir à l'élite avait disparu. Elle n'était qu'une femme qui avait fait des choix terribles et qui payait enfin la facture. Et Ethan, le Golden Boy, il était la tragédie que tout le monde voyait venir. Après que l'argent se soit épuisé à Vegas, il est revenu. Il a trouvé un emploi dans un lave-auto. J'ai entendu dire qu'il essayait de poursuivre ses parents pour sa part des actifs restants, mais il n'y avait pas d'actifs. La famille qui priait ensemble se dévorait maintenant vivante. J'ai pris une bouchée de mon hamburger. C'était délicieux. Aaron, a appelé Elena, viens t'asseoir. On porte un toast. Je me suis approché de la table. Cette table? Ce groupe hétéroclite de personnes. Un ingénieur en structure du Mexique, une enseignante, une médecin, Isabella, une institutrice de CE1, Sophie, et moi, le PDG qui transportait autrefois sa vie dans des sacs poubelles. À la famille, a dit Elena, levant son verre de thé glacé. Celle que nous construisons. À la famille, avons-nous tous répété en écho. Sophie m'a regardé de l'autre côté de la table. Elle a articulé les mots « merci ». Je lui ai souri en retour. J'ai alors réalisé que mon succès n'était pas la Porsche. Ce n'était pas le Penthouse. Ce n'était pas les millions en banque ou le pouvoir d'écraser mes ennemis. C'était juste des outils. C'était l'armure que j'avais construite pour survivre à la guerre. Le vrai succès, c'était ça. C'était d'avoir le pouvoir de protéger les gens que j'aimais. C'était de pouvoir sortir ma sœur du feu. C'était d'avoir un endroit où aller un dimanche où personne ne se souciait de ma valeur nette, mais seulement de savoir si je voulais du fromage sur mon hamburger. Mes parents biologiques m'ont appris une leçon précieuse, bien qu'ils ne l'aient pas voulu. Ils m'ont appris que le sang, c'est la biologie, mais la loyauté est un choix. Vous ne pouvez pas choisir de qui vous naissez, mais vous pouvez choisir avec qui vous restez. Ils ont choisi de me couper les ponts parce que j'étais un inconvénient. J'ai choisi de construire une forteresse où personne n'est laissé pour compte. Plus tard dans la soirée, alors que je ramenais Sophie à son appartement, le joli avec le balcon et le système de sécurité, elle s'est tournée vers moi. « Est-ce qu'il te manque parfois ?» a-t-elle demandé doucement. « Même un tout petit peu. » J'y ai pensé. J'ai pensé au jour de mon départ, au soulagement sur leur visage. J'ai pensé aux années de silence. J'ai pensé à l'homme que j'avais dû devenir pour survivre à leur négligence. L'idée d'eux me manque, ai-je dit honnêtement. Les parents que je voulais qu'ils soient me manquent, mais les personnes qu'ils sont ne me manquent pas. Moi non plus, a dit Sophie. Elle a appuyé sa tête contre la fenêtre. Je suis contente que tu sois revenu, Aaron. Même si c'était effrayant au début. Je suis content d'être revenu, moi aussi. Je l'ai déposée et j'ai attendu qu'elle soit en sécurité dans le hall d'entrée.
C'était mon travail maintenant, grand frère. Protecteur. Je suis rentré chez moi. J'ai garé la Porsche dans mon garage. Je suis entré dans ma belle maison silencieuse. Je suis passé devant le miroir dans le couloir, le même genre de miroir où un garçon de 14 ans avait un jour juré de ne plus jamais être faible. J'ai regardé mon reflet. La colère avait disparu. Les yeux étaient calmes. Je n'étais plus l'héritier de rechange. Je n'étais pas le gamin de la famille d'accueil. Je n'étais pas le bâtard. J'étais Aaron Garcia. J'étais un fils, un frère et un homme qui tenait ses promesses. Et pour la première fois en 32 ans, j'étais vraiment libre.